Europe 1, Europe 1, 12h, 14h, Europe Midi. Et à 13h42 sur Europe 1, c'est l'heure des découvertes d'Europe Midi avec toute la joyeuse équipe autour de Jean-Michel Apathy et Maxime Switek. Ah, joyeuse équipe, il y a de la mauvaise humeur visiblement. Ouais. Hein. Un peu, on va voir ça dans ces découvertes d'Europe Midi. Je dis bonjour à Vanessa Za, Eva Rock, Olivier Drinxin et Bruno Kras qui est en direct de Cannes. Bonjour à vous quatre. Bonjour. Quels sont vos coups de cœur du jour? Enfin, coup de cœur, Bruno, de quoi vous allez nous parler aujourd'hui? Un petit coup de gueule sur le premier film français en compétition Ça qui s'appelle commence bien. Rester vertical d'Alain Guiraudy. Et puis un petit bonus avec le film roumain qu'on a vu hier soir et qui durait 3 heures seulement. Ah oui. Ah, ça fait envie. Eva Rock, votre coup de cœur? Faut-il regarder Marseille ou pas, la série de Netflix qui est diffusée ce soir bonne sur question. TF1 à 20h55? Ce soir sur TF1, vous avez la réponse. Olivier Drinxin. Moi, je resterai paisible et doux. Une vente de lunettes demain à Drouot. Et Pardon, Vanessa Za. Non, pas celle d'Olivier, il les garde. Vanessa Za. On part à Dubaï, les amis, pour un séjour de folie des grandeurs. Folie des grandeurs dans un instant, voilà le programme. Europe Midi, Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Bruno Kras? Vous êtes en direct de Cannes et vous avez donc vu le premier film français en compétition. Ça s'appelle Rester vertical et c'est réalisé par Alain Guiraudy. Visiblement, ça vous a mis de mauvaise humeur. C'est-à-dire que Alain Guiraudy est un très bon metteur en scène. Il y a 3 ans, on avait vu L'Inconnu du lac, qui était un film assez provoquant puisque c'était l'histoire d'homosexuels autour d'un lac, dans un petit bois, qui avait des rencontres et les images étaient assez crues. Et puis il y avait en même temps une histoire de serial killer et c'était un peu Eros et Thanatos. C'était très prégnant, c'était superbement filmé. Il y avait quelque chose qui s'imprimait de l'image dans votre cerveau et c'est vraiment un film qui a été reconnu comme un excellent film. Et puis alors ce matin, donc moi je me disais dans cette sélection française, on attend bien Alain Guiraudy et ce matin on a vu Rester vertical. Alors je vous expliquerai le titre à la fin. C'est l'histoire d'un C'est type Nuit qui debout, rencontre c'est l'histoire d'un type qui rencontre une bergère sur un plateau de Lozère, un plateau un peu désolé, elle est au milieu de ses moutons. Lui, on va comprendre qu'il est scénariste en panne d'inspiration. Bon, il va faire l'amour avec elle, ils vont avoir un bébé, il va y avoir une espèce de baby blues, et puis ils vont se séparer, puis lui va errer par-ci par-là. Alors il y a des histoires, cette histoire de bébé, de paternité, il y a une histoire de loup, il y a une histoire de vieux berger, tout ça est mélangé, tout ça n'a ni queue ni tête, mais il faut supprimer la première moitié de mon expression ni queue ni tête, parce que non, il y en a en fait. Et voilà, et à un moment d'ailleurs, il y a une scène qui est le paroxysme, alors j'ose le dire sur l'antenne d'Europe 1, mais c'est quand même ce jeune héros qui va faire l'amour à un vieux monsieur en train de mourir qui s'euthanasie pour que ses derniers moments soient plus doux. Enfin, c'est vraiment incroyable. Et à un moment... Ça, c'est à l'heure du petit déjeuner. Oui, et à un moment, il y a le produit. Oui, on a le droit aussi à un accouchement en direct et c'est un véritable accouchement. Donc, on a l'image en grand sur cet écran de 200 mètres carrés. Et à un moment, le producteur débarque dans un marais Poitevin. On était en Lozère, mais à un moment, dans un marais Poitevin. Et il dit, où est le scénario? Et moi, j'ai voulu dire, bah oui, où est le scénario? Dans la salle, on avait envie de le dire aussi. Voilà. Et Rester vertical, c'est tout simplement parce qu'à la fin, le héros et un vieux paysan sont entourés par les loups, parce qu'il y a une histoire de loups. Et le héros dit, il faut rester debout, il ne faut pas avoir peur. Vis-à-vis des loups, il faut rester vertical. Voilà. Donc voilà, alors il y a quelques personnes qui ont applaudi parce qu'il est de bon ton quand un film est branché et prône une liberté de filmer ou je ne sais quoi. Mais moi, je pense toujours aux spectateurs et je me dis mais c'est bizarre, c'est bizarre d'avoir sélectionné ce film. Ouais, c'est ça, voilà. C'est les gens qui sélectionnent. Et encore une fois, je le dis avec d'autant plus d'honnêteté que L'Inconnu du lac, qui a été d'ailleurs projeté par Arte il y a 3 jours à la télévision et j'ai revu L'Inconnu du lac. J'étais déjà arrivé à Cannes, c'était lundi soir et c'est un très bon film. Bon, donc celui-là, Rester vertical, voilà. Rester vertical. Vous ne le voyez pas au palmarès. L'autre film que vous avez vu, film roumain. Alors du coup, Sierra Nevada, 3 heures. Mais ce qui est extraordinaire, c'est extraordinaire le cinéma, parce que hier je suis sorti ennuyé et abattu du film roumain, mais après avoir vu Rester vertical, j'ai presque l'impression que c'est un chef-d'œuvre en fait, parce qu'au moins il parle de quelque chose. Alors on a 3 heures dans un appartement à Bucarest pour commémorer la mort d'un des leurs dans une famille, et pendant 3 heures on discute, on s'engueule, on parle du 11 septembre avec une théorie de complotiste. Qu'est-ce qu'on fait? On s'engueule. On essaie de manger, mais on ne peut pas manger tant que le rituel n'a pas été fait. Donc voilà, c'est tranche de vie familiale pendant 2h53.
Et c'est vrai que là, les minutes paraissent longues. C'est-à-dire que quand vous arrivez à 1h53 et que vous dites qu'il reste encore 2 heures, chaque minute compte double en fait. Mais en même temps, c'est vrai que c'est une tranche de vie. C'est un film un peu pour festivalier branché. Vous voyez, c'est un film qui a une posture un peu de film de cinéphile, mais il y a quelque chose qui existe dans le film, il y a des choses qui sont dites, voilà, c'est le scanner d'une famille après la mort d'un des leurs. Donc franchement, c'est ça qui est bien finalement, c'est que ce film de Christy Pouillot me paraît finalement pas si mal que ça après avoir vu le film français de ce matin. Encore un mot, Bruno, quel est le film que vous voyez cet après-midi ? Alors cet après-midi, je vais voir le film de Ken Loach que j'attends, qui s'appelle Moi, Daniel Blake, qui est une histoire très sociale, un peu comme une loi du marché, mais en Angleterre. Et puis il y a Money Monster, évidemment, Ce soir. le film de Jodie Foster qui fera une très belle montée des marches avec George Clooney, Julia Roberts qui sont là. Hors compétition. Merci Hors compétition. Bruno Kras. Pas complètement convaincu, on l'a compris. Par Pas les deux. encore. Pas encore. On garde espoir. Merci Bruno. Vanessa Za, vous nous emmenez donc aujourd'hui, c'est votre coup de cœur pour un voyage folie des grandeurs, vous nous avez dit, à Dubaï. On part à Dubaï. Donc c'est le monde de la démesure. On rappelle quand même aux gens que tout est né d'un grain de sable il y a plus d'un siècle. Ce sont les Bédouins qui viennent du désert et qui viennent s'installer là. Ils montent un petit port de pêche. Ils y lancent le commerce des perles. Et puis très vite, les Chinois vont prendre le commerce des perles de manière beaucoup plus constructive et ils vont devoir se retourner. Ils se lancent dans le pétrole. Voilà, le pétrole, c'est pour un moment. Donc, ils prévoient l'avenir et ils se disent, hop, il faut en faire le Las Vegas du Moyen-Orient. Voilà, d'où ces projets complètement fous. Alors, vous allez me dire, est-ce qu'il y a encore des traces du passé ? Bah oui, parce qu'on on a surtout l'image des grands hôtels, des très très grands hôtels, mais bon. Il n'y a pas beaucoup de choses. Il y a quand même cette culture bédouine qu'il faut quand même aller comprendre. Il faut aller faire un break dans le désert. Il faut aller aussi s'initier pendant ces 48 heures à l'art de la fauconnerie qui reste quand même une vraie tradition. Voilà, avec leurs faucons. Vous savez qu'ils partent dans le monde. Voilà, qui partent avec leurs faucons aux 4 coins de la planète, donc chasser. Est-ce que vous savez d'ailleurs que c'est le seul animal autorisé en cabine sur les vols de Qatar d'Emirates. Non, mais il a un passeport, il peut venir en cabine à côté de son maître. Voilà. Alors, sachez aussi que dans les traces du passé... Il pilote aussi des fois Avec vous, si vous voulez, oui. Et alors, vous pouvez aller visiter le quartier de Bastakia du début du 20e, voilà, où vous verrez ces anciennes maisons qui sont faites justement donc de corail, de calcaire, avec des sublimes portes en bois qui sont sculptées, puis ces fameuses tours à vent, parce qu'ils étaient en avance sur la climatisation. C'était des tours qui permettaient de diffuser des courants d'air dans les maisons. Mais est-ce que vous avez visité la plus haute tour du monde ? Bah oui, le Burj Khalifa, donc 828 mètres. Donc c'est un truc de fou. Alors ça se réserve, attention, sur Internet. 162 étages, oui, c'est un truc de fou. Alors vous ne pouvez aller que jusqu'au 148e étage. Ne faites pas comme ces deux Français du Guinness Book qui ont sauté de la tour, évidemment. Mais tout ça pour vous dire que c'est une ville de 100 avec des parachutes. Est-ce que vous... il faut comprendre que c'est une ville de sensations, de vertige. Et vous êtes monté au 100 et quelques là ? Oui, au 148e. C'est démesuré, quoi. Puis vous avez une vue hallucinante. Pas de vertige, pas de malaise. Moi qui ai le vertige et qui suis claustro, je l'ai quand même assez bien vécu. Et alors, Eva peut en témoigner de ma claustrophobie. On est partis à Dubaï ensemble. Il y a 6 ans. Mais il y a 6 ans. Et effectivement, les claustrophobes, Vanessa. Oui, ça, c'est une on entend anecdote, alors on ne peut pas tout raconter là. Donc voilà, dans les fameux parcs à attractions. Voilà. Parc d'attractions aquatiques avec des toboggans. Celui d'Atlantis, du Walt Wadi Park. Voilà. C'est donc les sensations qui sont vraiment la marque de fabrique, comme le ski à Dubaï. Et puis, ils ont créé des univers pour les enfants aussi, pour leur apprendre tous les métiers du monde, qui s'appelle le Kidzania. Ils sont en train de prévoir plein d'autres choses aussi pour nous. Pour apprendre des métiers aux enfants. Et on leur donne un salaire fictif. Mais des métiers au bout de la journée. Pilote de ligne, dentiste, vous pouvez même être journaliste, animateur radio. Je pourrais apprendre mon métier à Dubaï. Faut que j'y aille. On va y penser. Faut que on va j'y pouvoir aille. se recycler. Voilà, donc pour les infos pratiques. Là, j'ai des petites lacunes. Faut que j'y aille. C'est 7 heures de vol, donc ça va. 2 heures donc de décalage horaire avec le Faucon, avec Emirates et le Faucon. Voilà. Et puis il y a une chaîne d'hôtels qui est absolument géniale parce que vous êtes au pied du Burj Al Arab, ce célèbre palace, donc 7 étoiles. Voilà. Et donc le Jumeirah Beach Hotel, c'est génial parce qu'en fait, il répond à cette grande voile du Burj Al Arab. C'est une forme de vague. Voilà. Donc voilà. Et c'est donc le coup de cœur du jour de Vanessa Za. Tous à Dubaï. Ben oui, pourquoi pas. Merci Vanessa. Dans un instant, la suite des découvertes d'Europe Midi. Reste avec nous. À tout de suite. Europe Midi.
Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et à 13h54 sur Europe 1, c'est la suite des découvertes d'Europe Midi avec une vente de lunettes et votre soirée télé. Oui, vente aux enchères de lunettes avec vous, Olivier de Rinxin. Vente aux enchères de lunettes Pierre Marly. Oui, c'est la collection de Pierre Marly. C'est demain à Drouot. On peut les voir aujourd'hui, les lunettes, chez Maître Capangi et Morange à la salle 4. Alors Pierre Marly, c'était un voisin d'Europe 1. Sa boutique est 50 rue François 1er. Bon, lui est parti à l'âge de 100 ans. Alors on vend ses meubles, ses tableaux, etc. Mais on vend surtout sa collection de lunettes, car c'est celui qui a fait passer la lunette du rang de prothèse médicale à celui d'objet d'art ou d'accessoires de mode. Avant, les lunettes, c'était la monture de base sécu, c'était moche. Et avec lui, c'est devenu quelque chose. Il a travaillé d'abord à la Samaritaine, on y vendait des lunettes, puis chez l'opticien Lissac. Et puis dans les années 50, il a ouvert sa boutique rue François 1er. Et là, il a habillé le tout Paris du showbiz, il a habillé les yeux du tout Paris et du showbiz, et surtout du tout cinéma. C'est à Pierre Marly que l'on doit les célèbres lunettes noires à verre bombé d'Audrey Hepburn ou de Sophia Loren, celle qui avait une forme d'écran de télévision. Idée reprise d'ailleurs pour les lunettes blanches de Michel Polnareff. Bah oui. Polnareff remonte sur scène avec des lunettes Pierre Marly. Pour Elton John, il a fait les célèbres lunettes double croche que l'on voit dans certains clips. Il a fait des lunettes pour Brigitte Bardot, pour le film L'ours et la poupée. Imaginez Nana Mouskouri sans des lunettes Pierre Marly, elle serait nue peut-être. Elle serait venue. Ou Michou. Ou Michou. Michou, sans ses Gainsbourg. lunettes. Michou sans ses lunettes. Ouais. Gainsbourg, Quelle vision. Gainsbourg ne sortait jamais sans ses Pierre Marly. Il en a d'ailleurs laissé une paire. La dernière paire qu'il avait commandée, il n'est même pas allé la chercher. Johnny Hallyday ne portait que du Marly. Les couturiers n'ont juré que par Pierre Marly. Son voisin Courrèges, de la rue François 1er, pour Yves Saint-Laurent, bien sûr, Karl Lagerfeld, Gaultier, et même Hermès qui lui a commandé des lunettes en forme de fer à cheval. Pardon, mais il a fait des lunettes pour des gens qui avaient vraiment besoin de lunettes ou pas? Alors, il y en a au moins un, c'est le célèbre binoclard Marcel Achard, qui avait des grosses lunettes, mais c'était quand même des Pierre Marly. Madame de Noailles également, Cocteau portait des lunettes de Pierre Marly. Pierre Dac lui avait demandé des lunettes dingues avec une branche qui passe derrière l'oreille, une seule branche. Oui. Et puis aussi des célébrités comme Bernard Buffet. Il y a des lunettes tachées de peinture, mais ça, je pense que c'est Bernard Buffet qui a mis la peinture dessus. Les lunettes de Jackie Kennedy, d'Aristote Onassis, de Marcel Dassault, du roi Baudouin, d'Hassan II et de Valéry Giscard d'Estaing, qui, en sortant d'Europe 1, disaient « Je cherche des lunettes chez Pierre Marly ». Et il y avait des lunettes Europe 1 aussi, Pierre Marly? Alors, des lunettes qui ont été créées pour un jeu de Pierre Bellemare qui s'appelait le Cisco, un jeu des années 76. Il y avait des sélections avec Harold Kay en province pour participer au Cisco. Le verre droit est avec un E, et le verre gauche avec un 1, mais le tout est recouvert scotch noir et blanc. C'est des lunettes formidables d'ailleurs. Donc Bruno Kras devrait se les offrir pour le Festival de Cannes. Ça permet de ne rien voir, mais c'était pour un jeu dont je vous propose de retrouver le formidable indicatif avec le tonitruant Pierre Bellemare. Le Cisco. Bonjour à tous. La voix de Pierre Bellemare et donc cette idée de vente aux enchères avec Olivier de Rinxin, vente aux enchères Pierre Marly, les lunettes de Pierre Marly. Ce sera donc demain. Merci Olivier. Votre coup de cœur télé du jour. Enfin, je ne sais pas parce que c'est une question. Oui. Eva Rock, faut-il regarder ce soir les premiers épisodes de la série Marseille, série Netflix, mais qui sont diffusés sur TF1. Voilà, c'est les 2 premiers épisodes. Pour le reste, il faudra attendre de longues semaines. La série était déjà disponible depuis la semaine dernière pour les abonnés. Et en étant diffusée sur TF1, on imagine que Netflix espère gagner de nouveaux clients. J'ai bien dit espère. Alors l'intention affichée est la suivante, réaliser un House of Cards à la française. Donc, on est à Marseille avec un maire vieillissant, Robert Tarot, qui est interprété par Depardieu, qui a choisi de passer la main à un jeune loup de la politique, Lucas Barès, qui est joué par Benoît Magimel. Sauf que ce dernier, dans le cadre d'un contrat visant à installer un casino dans la cité phocéenne, trahit son maître. Extrait de la bande-annonce. J'avais tout organisé. J'ai trouvé l'homme de paille. Je lui ai mis le pied à l'étrier, je l'ai poussé devant moi. Je vais t'arracher Marseille des mains. Mais tu finiras seul, tout seul, sans rien. Alors, à entendre la bande-annonce, à la voir surtout, Ça fait peur. on se dit pourquoi pas. Au fond, pourquoi pas. Joli casting avec notamment Géraldine Payas et la jeune Stéphane Caillard qui est très bien. Une intrigue politique, très beau décor, musique travaillée. Donc, j'ai Ça part regardé, bien votre affaire. j'ai regardé sans avoir lu les critiques. J'ai su que, voilà, mais je ne les ai pas lus. Du côté des acteurs, je vous explique, ils font ce qu'ils peuvent. Parce qu'en fait, à force de leur faire réciter des dialogues qui sont ultra écrits, ça en devient ridicule. En fait, on a l'impression que chaque phrase est un slogan publicitaire. Et c'est accentué par la mise en scène qui est construite
sur des séquences de quelques minutes. En fait, c'est haché, mais vraiment haché menu. Et c'est rythmé par la musique grandiloquente que vous avez pu entendre dans la bande-annonce. Mais malheureusement, c'est sur toute la série, cette musique-là. Alors oui, il y a des clichés, chaîne en or, survêt de façon je danse le Mia. Bon, et de la vulgarité, un peu trop pour moi. Mais, c'est un soap opéra, pas plus, pas moins, avec Marseille en décor qui est extrêmement bien filmé. Sans doute on est déçu parce qu'on s'attendait à House of Cards, parce que c'était ça qui avait été annoncé. Mais franchement, je pense qu'il y a un public pour ce type de série et que toutes les critiques d'ailleurs n'ont pas été assassines. Alors à chacun de se faire son opinion. Alors ce soir sur TF1, ça marche ou pas? Je pense 5 millions. 5 millions. Oui. On ramasse les copies demain, merci. C'est pas mal. Et Jean-Claude Gaudin a dit c'est pas mal, mais ce qui me gêne, c'est que le maire renifle de la coque. Oui, c'est énorme. Voilà. Donc, parce que ça, il paraît que c'est pas très réaliste. Voilà, c'est Jean-Claude Gaudin qui le dit. Anissa, un mot des invités ce soir de Frédéric Tadei. À partir de 20h, il reçoit la chanteuse Clio et Sébastien Albertelli, agrégé d'histoire et auteur du livre Histoire du sabotage de la CGT à la résistance. Merci à toute la bande des découvertes. Merci Jean-Michel, à demain.